En cette période où l'actualité invite brutalement à méditer sur les justifications de la révolution violente, peut-on voir d'un œil serein un film comme Le Rapace de José Giovanni. On peut assurément y prendre plaisir sans éprouver de malaise excessif. Déclarer par exemple qu'il s'agit d'un excellent film d'aventure et en rester là. Ou bien évoquer l'époque 1938 et le lieu Guatemala de cette sanglante histoire pour dire que le folklore cinématographique des révolutions avortées d'Amérique du Sud fera encore longtemps les beaux jours des anarchistes du samedi soir. Il est possible que les apparences invitent à la sévérité. Après tout, nous avons droit avec Le Rapace au catalogue complet de la révolution manquée. Les politiciens de droite qui cherchent à se servir du peuple pour abattre un régime qu'ils envisagent moins de transformer que de remplacer. Les militaires cyniques et organisés, le petit héros au grand cœur, idéaliste et maladroit, les agents de liaison pittoresques et goguenards, le peuple généreux, vaincu mais non découragé, sans oublier les seconds plans, la putain arriviste, le policier imbécile, le traître jaloux, etc. Et le décor visuel et sonore classique, le pont, les trains, les attentats, les pièges, les armes automatiques, les hécatombes, la guitare et les chansons. Reste à savoir si l'on peut inscrire le tueur à gages, héros de cette histoire, et chargé en l'occurrence de tuer le président de la République afin de laisser la voie libre au général successeur, au nombre des poncifs. On le peut à la rigueur. Dans la littérature et le cinéma, il a des frères nombreux et variés. Professionnels ou mercenaires de talents inégaux mais non dépourvus, on le sait, de signification. Pourquoi, dès lors, Le Rapace de Giovanni échappe-t-il à l'insignifiance ou à la médiocrité pour accéder sinon au film rigoureux qu'on pouvait espérer, au moins à l'honnête moyenne d'un bon film américain, ce qui, dans ma bouche, est un compliment. C'est que l'univers romanesque de Giovanni se prête assez bien aux analogies avec la période mercenaire du western contemporain et ses héros vieillissants sinon fatigués, qui courent après un absolu non déterminé et ne débouchent en définitive que sur la mort ou la solitude. On objectera que Giovanni n'a pas adapté ici un de ses romans comme il l'avait fait pour son premier film La loi du survivant. Mais il est facile de deviner ce qui a pu le séduire dans le roman de John Carrick. On retrouve dans cette histoire, comme dans les 9 autres romans dits policiers de Giovanni, un personnage en marge, d'un anarchisme très personnel, vivant selon les règles, des principes, des respects assez curieux et plus ou moins justifiés, voire son point de vue sur la femme, qui donnent une apparence de logique à son attitude. C'est aussi une méditation indirecte sur la solitude et la peinture d'une amitié, ici sa naissance, son évolution et sa dramatique impossibilité. Dès lors qu'on est sensible à ces quelques dimensions, le reproche de gratuité s'estompe et le côté folklorique avec lui. Mais il ne suffit pas, on s'en doute, de bonnes intentions, sociales ou politiques, d'un personnage qui tient debout et d'une imagination romanesque évidente pour faire un bon film. Encore convient-il de savoir imprimer un rythme à l'aventure, prêter un ton à l'atmosphère et imposer la présence des acteurs. Sans doute parce qu'il aime sincèrement ses héros, moitié vrais, moitié embellis par son imagination, et aussi parce qu'il choisit ses acteurs pour leur adéquation totale avec ses personnages. N'oublions pas que Giovanni a choisi cette histoire en fonction même de Lino Ventura. Notre réalisateur fait preuve de grande maîtrise en ce domaine. La présence physique de Lino Ventura n'est plus à démontrer. On y reste sensible. Reste à savoir si sa sobriété d'expression, son caractère bourru, ses regards qui parlent et ses sautes d'humeur un peu grimaçantes ne risquent pas de constituer à la longue une somme un peu courte et dont il deviendrait la victime. Je crains que Ventura ne devienne vite une sorte de Gabin de la pègre, avec ses tics et des limites trop évidentes pour ne pas engendrer la lassitude. Sa chance sera, la prochaine fois, d'échapper autant à Giovanni qu'à lui-même. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le ton, le rythme, cette affaire de style est nullement négligeable en un genre qui demande maîtrise et vigueur. La technique, ça ne m'intéresse pas, m'avouait récemment Giovanni. Ce qui compte, c'est l'histoire, le récit, l'univers romanesque que je veux traduire à l'écran.
Attitude un peu tranchée que j'espère non définitive, attitude un peu tranchée que j'espère non définitive, et dont, en fin de compte, est victime son second film. Non que les images ne soient pas belles, il en est de fort jolies, ni que les cadrages et mouvements d'appareil soient dépourvus de sens. Au service d'un récit alerte qui ne laisse aucune place à l'ennui, même dans le très long et très beau huis clos du début, la mise en scène cherche à exploiter l'angle, la composition, la durée, le symbole, le jeu de dames, les plus à même de valoriser les situations. Mais on ne sent pas une volonté d'auteur dans tout cela. Le film manque d'unité dans le style et une analyse serrée du découpage révélerait sans doute ce que l'on ressent confusément, que toutes les ressources du langage cinématographique sont exploitées ici à profusion, mais sans discipline, ni vrai choix, ni rigueur. Giovanni a trouvé pour son univers romanesque littéraire un style d'écriture conforme à ce qu'il veut, sinon prouver du moins faire ressentir. La chance à lui souhaiter, c'est que l'expérience de la caméra lui fasse découvrir également les formes d'expression cinématographique accordées à sa sensibilité. Cela suppose que son mépris de ce qu'il appelle la technique s'atténue. Le cinéma français pourra alors s'enorgueillir d'un bon cinéaste de plus, et même d'un réalisateur de films d'aventure. Ce qui ne court pas les rues, raison de plus pour miser sur lui. Gaston Ostreit, Revue Cinéma, août-septembre 1968.